Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir. Le dialogue national inclusif est en cours à Bamako. Différents acteurs y participent. Cependant, d'autres acteurs, comme une partie de l'opposition, ne sont pas présents à ces échanges. Cependant, l'objectif est de parvenir à une sortie de crise au Mali. Ainsi donc, sortie de crise, qu'est-ce que le dialogue national inclusif va changer? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et nos invités sont Kaou Abdraman Diallo, chargé de communication du parti PACP Mali, membre du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Mamadou Abdoulaye Diko, membre du parti URD, parti de l'opposition, et Souleymane D, juriste, professeur à l'université de Bamako. Bienvenue à tous à ce grand dialogue de Studio Tamani. Le grand dialogue. Parvenir à une sortie de crise, c'est ça l'objectif de ce dialogue national inclusif. Comment comptez-vous y parvenir, Kaou Abdraman Diallo? Merci, M. Touré. Je salue tous les téléspectateurs du Studio Tamani et tous les radios synchronisés partenaires. Comment parvenir à un bon dialogue? C'est la question à $1 million. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation que vit notre pays, situation qui n'a que d'ailleurs trop duré depuis 2012, nous sommes dans le gouffre. À un certain moment, il était important que tous les Maliens puissent s'asseoir pour discuter. Depuis 2012, ce dialogue est demandé. Nous avons enfin l'occasion de l'avoir. C'est une sorte de conférence nationale bis qui a eu lieu en 91-12. Et ce n'est pas chaque fois qu'un peuple a l'occasion de s'asseoir, d'offrir un plateau et une tribune entre toutes les fils et toutes les composantes de sa nation. Aujourd'hui, nous en sommes là et c'est une chance pour notre pays. Une occasion pour que tous les Maliens s'asseyent pour discuter. Est-ce que vous pensez que tous les Maliens sont représentés à ce dialogue national inclusif? C'est très difficile d'avoir l'unanimité. On aurait aimé que tout le monde soit là, même si évidemment c'est bien difficile. Nous sommes dans un système de représentation, on est dans une démocratie représentative comme on dit. Mais quand on regarde les participants à ce dialogue, la plupart des segments, la plupart des forces vives de la nation, ils sont fortement représentés. L'opposition y est représentée, même si l'opposition est multicolore. Et les organisations socio-professionnelles, les syndicats, les partis politiques, les autorités religieuses traditionnelles, les groupements de femmes, de jeunes, tous les segments aujourd'hui, tous ceux qui composent le Mali aujourd'hui, les forces vives sont représentés dans ce débat-là pour jouer la partition. D'accord. Mamadou Abdoulaye Diko, vous faites partie de ceux qui ne participent pas à ce dialogue national inclusif. Quelles sont vos raisons? Monsieur Touré, avant de répondre à votre question, je voudrais vous saluer et saluer vos auditeurs et téléspectateurs. Vous remercier pour cette fraternelle invitation. Vous savez, n'eût été le respect que je vous dois pour tout le rôle qui est le vôtre dans l'animation du débat, n'eût été le respect dû aussi à nos militants, le devoir d'information et d'explication qu'un acteur politique doit aux militants, je ne serais pas venu à cette tribune. Parce que pour nous, le dialogue national inclusif est derrière nous. Nous avons dit dès l'entame un certain nombre de choses sans lesquelles notre participation n'aurait pas eu lieu. Nous n'avons pas été entendus. Je crois même n'avons même pas été écoutés. Et aujourd'hui, nous assistons à ce qu'ils appellent dialogue national inclusif. Je pense qu'il est abusif de parler d'inclusif dès lors qu'on reconnaît que l'opposition ne participe pas. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'opposition quand même est suffisamment représentative aussi de cette population malienne. Je m'en vais vous donner la preuve de l'élection présidentielle dernière. Ils sont nombreux des acteurs qui ne participent pas aujourd'hui, qui cristallisent un pourcentage assez élevé de l'électorat malien. Donc, de mon point de vue, parler de dialogue inclusif, c'est vraiment abusif. Nous ne participons pas pour des raisons que nous avons expliquées. Nous avons fait des semaines et des semaines à nous expliquer. Pouvez-vous revenir Entre autres, nous avons parlé de la nécessité d'évaluer l'utilité de tous les participants, parce que nous assistons à une surreprésentation de l'administration, qui, de notre point de vue, devait s'en tenir qu'à l'organisation matérielle, à l'organisation logistique, à l'organisation sécuritaire, au budget, etc. Mais nous assistons à une surreprésentation de l'administration. Ça, c'était un premier point qu'on avait relevé et pour lequel nous n'étions pas d'accord. Nous avons estimé aussi qu'il fallait se donner les moyens de débattre des raisons de blocage de la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger.
Je crois que cela n'avait pas été accepté. Et je suis surpris aujourd'hui d'entendre que les groupes armés participent parce que tout simplement il avait été décidé que cet accord ne sera plus mis en débat. Je crois que au cours de la discussion, nous pouvons revenir plus largement là-dessus. Voilà entre autres points sur lesquels nous avons émis des réserves qui n'ont jamais été levées. Aucune condition fixée par l'opposition n'a été à ce jour actée, acceptée. Aucune. Donc nous estimons que si c'est le cas, nous allons tout simplement nous reposer pour ne pas aller faire du faire-valoir, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais ceci dit, ce qui est en cours, si ça aboutit à des résultats qui prennent en charge les intérêts supérieurs du pays, nous sommes des gens honnêtes, nous sommes des Maliens, nous voulons l'avenir du Mali, nous sommes pour le bonheur du Mali. Si c'est des propositions qui vont dans le sens du mieux-être des populations, nous applaudirons. Si ce n'est pas le cas, nous aviserons et nous le dénoncerons avec la véhémence, toujours avec le sens patriotique qui nous caractérise. Souleymane Dey, pensez-vous que ce dialogue national inclusif pourra atteindre son objectif qui est de parvenir à une sortie de crise au Mali? Écoutez, je crois que je vais m'associer à mes deux prédécesseurs pour vous remercier pour la confiance que vous portez toujours à nous et aussi saluer les fidèles auditrices et auditeurs de Studio Tamani, que ce soit au niveau des télés ou des radios. Vous savez, nous sommes universitaires et je le dis, je le précise, nous ne sommes pas dans un parti politique, nous ne sommes pas militants d'un parti politique. Nous sommes universitaires et nous nous cantonnons à notre devoir d'observation, d'analyse et surtout de propositions pour aider le Mali à sortir de la crise. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, on peut dire qu'il y a des reproches à faire à tout le monde. Des reproches à faire au gouvernement par rapport à un certain nombre de choses, des reproches à faire au comité, des reproches à faire à l'opposition. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une chose est au moins palpable, personne n'a remis en cause le triumvirat. Personne. Ni l'opposition, ni la majorité. En tout cas, personne n'a remis en cause le triumvirat. Et ça ne sert à rien de revenir sur la situation ou le contexte du Mali d'aujourd'hui. Ce pays est en crise depuis 2012. Et depuis 2012, des réflexions sont menées pour aider le Mali à sortir de cette turbulence. Il n'y a pas de raison. Et ce que nous pensons très sincèrement, que les conditions ne doivent pas être mises en avant. Aucun Malien, aucune faction, aucun groupement, qu'il soit politique ou autre, ne doit mettre en avant des conditions pour participer à un dialogue national. Donc l'opposition doit participer, toute l'opposition. Tous les Maliens doivent participer. D'autant plus qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qu'il faudra qu'on relève. Encore aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas fait sa déclaration de politique générale. Et nous avons tous entendu qu'il a dit qu'il souhaiterait attendre les conclusions du dialogue national inclusif pour pouvoir présenter sa déclaration générale de politique, sa déclaration de politique générale. Et donc, du coup, tous les débats qui tournent autour de l'application ou de l'exécution des recommandations, ça tombe à l'eau. Si un Premier ministre dit « je ne ferai pas de déclaration de politique générale avant la fin du dialogue », ça voudrait dire qu'il veut, bien sûr, il y a en tout cas sous-entendu les recommandations qui seront mises en œuvre et mises à l'exécution. Donc de ce point de vue, je l'ai dit, il faudra que l'opposition malienne, par exemple, sorte encore des querelles des élections de 2018. On n'est plus là. On n'est vraiment plus là. Et que, malheureusement, ils ne sont pas là. Il faudra donner ces reproches. Ces reproches, aujourd'hui, nous le disons, c'est la faute du triumvirat, c'est la faute peut-être du président de la République. Tout le monde doit être autour de la table. Nous qui sommes universitaires, on a passé notre temps à vous dire ici que nous n'avons jamais été associés à quoi que ce soit. Et nous ne sommes toujours pas associés au débat. Et c'est vraiment dommageable. Et encore une fois de plus, sur un certain nombre de points qui sont évoqués ça et là, nous pensons que ça ne doit pas tenir. L'accord dont on parle et que beaucoup de Maliens estiment qu'il faudra aller débattre au niveau du dialogue national, peut-être que c'est une bonne chose. Mais l'accord dans ses dispositions prévoit un cadre de renégociation, en tout cas de discussion de certaines dispositions pour peut-être les modifications futures et autres. Donc nous estimons qu'il ne faudra pas qu'on joue à la politique politicienne. Ça ne sert à rien, ça ne nous mènera nulle part. À un moment donné, il faut qu'on accepte tous, sans aucune autre forme de transition, que le Mali, la case ne brûle plus. Ça a déjà consumé, mais il faudra chercher maintenant à sauver. Et dernière chose, je l'ai appris. Moi, je dis, là, ce n'est pas juridique, quoi.
Mais j'ai appris dans nos valeurs, dans nos cultures, que le non n'est pas malien. Vous savez qu'on a assisté au Symposium national des réformes politiques et institutionnelles, et on a un savant malien qui était avec nous. Nous étions peut-être experts, mais il y avait un autre malien expert que nous considérons comme étant un savant parce qu'il est parti chercher les pratiques anciennes de la cohésion sociale pour venir nous les inculquer. Le non n'est pas malien. Parce qu'on a dit chez nous, si vous dites non, quelqu'un dans la société trouvera une formule de vous faire accepter. Soit votre papa, soit votre maman, soit votre frère, soit votre sœur, ou soit un parent à plaisanterie. En tout cas, le malien ne doit pas dire non. Vous avez parlé des niveaux de responsabilité, des choses à reprocher aux gouvernants du pays, des choses à reprocher à l'opposition et des choses à reprocher au comité d'organisation. Vous avez parlé du gouvernement et de l'opposition. Qu'est-ce que vous reprochez au comité d'organisation? Le comité n'est pas réactif. Nous, on le dit clairement, le comité n'est pas réactif. Je sais que nous faisons partie de ceux qui ont écrit au comité. Mais le comité ne prend même pas la peine de dire quand même, on a reçu votre recommandation ou on a reçu votre requête, nous vous en remercions. Même une petite réponse de la part du comité par rapport à toutes ces personnes qui ont daigné quand même, au moins leur adresser un mot, ça n'a pas été fait. Et donc ça, c'est un problème. Donc, vous voyez, et donc du coup, je dis que cette inclusivité devait être garantie par le président de la République. C'est lui qui est le garant de l'inclusivité. D'accord, on a un représentant du comité d'organisation, Kaou. Il vous est reproché de ne pas être réactif face aux recommandations, entre autres, qui vous ont faites. Merci beaucoup, Touré. Et même s'il a relevé que quand le pays nous appelle pour dialoguer, nous devons répondre à l'appel. Je dirais que je suis assez surpris. Et le dialogue qui se fait au Mali actuellement est l'un des plus inclusifs qui soit. Et je vais revenir tout à l'heure sur ce que j'attends par cette notion d'inclusivité, outre ce que Diko vient de dire. Et l'équipe du comité d'organisation nationale qui travaille depuis bientôt 4-5 mois, c'est une équipe dynamique. Je suis d'ailleurs surpris que vous dites qu'il n'a pas répondu à votre requête, ou bien je ne sais pas si c'est des recommandations. Le comité, depuis le début, a montré toute sa disponibilité. Non seulement le triumvirat est allé vers toutes les parties, mais le comité il est ouvert à tout le monde. Même à la dernière minute, il y a des gens qui sont venus pour participer à ce dialogue-là. Et les invitations ont été envoyées à tout le monde. Et il y a d'autres universitaires qui sont en train de travailler aussi avec nous et d'autres experts. Je suis surpris, mais bon, je ne le remets pas en cause. Cela est possible. Et pourquoi je dis que c'est l'un des dialogues les plus inclusifs? Dans notre sous-région, dans la plupart des pays africains où il y a eu des problèmes, on a organisé des dialogues politiques souvent. Rarement, c'était des dialogues nationaux inclusifs. C'est l'une des rares fois où, avant même la conception du dialogue, on a appelé, après la mise en place du triumvirat qu'il a rappelé, ils n'ont pas été remis en cause, on a appelé tous les acteurs et tous les partis prenants, toutes les parties prenantes à venir proposer leur format et le cadre des négociations. C'est dire qu'on est allé, même avant la rédaction des thèmes de référence, ça a été écrit par toutes les parties. Ce n'est ni par le comité, ni le triumvirat, ni encore moins le président de la République. Et Diko a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que ce dialogue n'est pas inclusif, qu'ils ont donné des conditions qui n'ont pas été prises en compte. Justement, à qui ils ont donné ces conditions? Parce que l'opposition représentée par Diko est en train... Donc vous pensez que c'est normal qu'ils posent des conditions à leur participation, puisque Souleymane Dié estime que ce n'est pas normal? Justement, c'est comment ces conditions-là sont présentées. Du moment qu'on a mis un triumvirat en place qui est chargé de mener toute la procédure, ce n'est pas le gouvernement qui pilote. C'est un triumvirat, c'est un comité national d'organisation. Lors de l'atelier de validation des thèmes de référence à laquelle le parti de M. Diko a participé, ou même dans mon groupe, j'étais censé même être le rapporteur, mais il y a tellement un membre brillant de son parti qui est bien que je lui ai même cédé. Donc le comité d'organisation du dialogue national inclusif aujourd'hui n'est pas au courant des conditions posées par... Non, ce n'est pas le comité d'organisation, parce qu'on était tous les participants étaient là, toutes les composantes à ce dialogue-là étaient là. Et au jour numéro 2, il y a l'URD qui a fait un communiqué pour venir dire voici nos conditions pour participer. Dans la salle, il y a des participants qui sont levés pour dire ici, ce n'est pas un monologue majorité-opposition. C'est l'ensemble, c'est la nation réunie ici. Si vous avez des requêtes, vous les versez dans le débat, on en discute. Mais dire que nous, on veut 15%, c'est ce qu'ils ont dit, ils voulaient un nombre paritaire entre eux et le gouvernement et la société civile. L'organisation du dialogue, ce n'est pas le comité national de l'organisation, mais l'ensemble des participants pilotés par le triumvirat. Les gens ont dit non, vous ne pouvez pas nous mettre des conditions. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui est ici. C'est nous tous qui sommes là. Convainquez-nous si c'est bon, on prend. Et ces requêtes-là ont été rejetées dans la salle. Mais ce n'est pas ni par le gouvernement, ni par le triumvirat, mais l'ensemble des participants. Donc s'il y a un problème, ce n'est pas du côté du triumvirat ni du comité national d'organisation, mais peut-être que les propositions qui ont été faites n'ont pas reçu l'assentiment des autres participants. Donc la salle n'était pas d'accord pour qu'il y ait le même nombre pour l'opposition, la majorité et la société civile. Le gouvernement l'opposition a voulu tenter de faire de ce dialogue et comme ce qu'on fait sur l'espace public, opposition-majorité, on a dit non, c'est un dialogue intermalien où toutes les composantes de la nation malienne sont invitées. On ne va pas en faire une tribune opposition-majorité. C'est tout le Mali entier qui est en train de discuter. Donc si vous avez des contributions,
versez-les dans le débat qu'on en discute. Mamadou Diko Souleymane Dey estime qu'il ne comprend pas aujourd'hui le fait qu'une partie de l'opposition refuse de participer au dialogue national inclusif à cause de conditions. Je voudrais rappeler très clairement à l'attention de mes deux co-débatteurs que nous n'avons pas boudé à l'entame ce dialogue. Nous avons participé à l'atelier de validation des termes de référence. Je voudrais, pour être mieux compris, parce que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que j'ai dit, à leur attention et en celui de vos auditeurs, je voudrais rappeler les 7 points, très brièvement, les 7 points que nous avons estimés nécessaires pour la tenue d'un dialogue sérieux. Premier point, nous avons demandé de revenir au concept du dialogue national inclusif. Pourquoi ? Comme il l'a dit, le dialogue ne devait pas être que politique, parce qu'il concernait une crise qui n'est pas que politique. Monsieur Dey a rappelé la crise sécuritaire. Il a dit que la case brûle. Je ne suis d'accord avec lui, que le bateau Mali brûle. Donc, nous avons estimé que le problème n'est pas que politique. Il faut en arriver à un dialogue national pour permettre à l'ensemble national de se retrouver et de débattre des questions qui ne sont pas que politiques. Donc, premièrement, revenir au concept de dialogue national inclusif. Je crois que ce point a été accepté et acté. Deuxièmement, nous avons dû d'évaluer l'utilité de tous les participants et allier l'inclusivité à la représentativité paritaire. Nous n'avons jamais demandé qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et la majorité. Nous avons dit la société, c'est 3 piliers essentiels. La majorité, l'opposition et la société civile. Nous avons demandé une représentativité paritaire de ces 3 composantes. Donc, M. Diallo, il n'a jamais été question pour nous, ni pour nos émissaires qui étaient là-bas, de dire qu'il faut le dialogue entre majorité et opposition. Nous avons dit de faire en sorte qu'il y ait moins de surreprésentation de l'administration. Parce que l'administration, c'est quand même l'État, c'est le gouvernement. Un gouverneur de région, il répond de qui? Nous avons dit, vous pouvez participer, mais votre rôle doit simplement consister à apporter la logistique qu'il faut, les aspects sécuritaires, il faut les gérer par vous, il faut gérer l'intendance, etc., etc. C'est ce que nous avons dit. Troisième point, préciser à la France le processus décisionnel. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de débattre. Il se peut qu'on ne s'entende pas. Si on ne s'entend pas, il faudrait bien qu'on avance. À défaut de consensus, définir un processus décisionnel. Et nous avons à l'époque parlé de 3/4 des participants. Quatrièmement, débattre sur les raisons du retard et du blocage de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Le cas échéant, envisager sa révision. Je sais parfaitement que l'article 65 de l'accord prévoit un mécanisme de sa révision. Nous n'avions pas dit d'aller le réviser au dialogue politique. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que cet accord signé depuis 2015 peine à se mettre en œuvre. Il faudrait bien s'asseoir un moment en parler. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. C'est un accord entre des hommes. Ils peuvent s'asseoir à tout moment. Surtout qu'un mécanisme exprès est prévu pour sa révision. Ça coûterait quoi que le dialogue pose ce problème là-bas, afin que les gens appréhendent les raisons pour lesquelles ce dialogue peine à se mettre en œuvre. Maintenant, sa révision, vous l'avez rappelé fort opportunément, obéit aux dispositions de l'article 65 du même accord. On y va. Cinquième chose, apprécier l'opportunité et la pertinence d'une révision constitutionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que ce débat actuel en cours a pour finalité 2 choses fondamentales. L'accord d'Alger et la révision constitutionnelle. Il faut, ce qui est recherché dans ce pseudo-accord, c'est de trouver un consensus national autour de ces questions fondamentales. Donc, nous avons estimé qu'il est important que ce problème aussi soit posé pour que les uns et les autres apprécient l'opportunité et la pertinence de cette révision qui, peut-être, est inéluctable si l'on veut bien mettre l'accord en l'état, ce qui me paraît absolument impossible. La 6e condition, c'est d'affirmer très clairement le caractère exécutoire et contraignant des résolutions issues de ce dialogue. Nous l'avons dit par expérience, nous avons connu la conférence d'entente nationale. Quel sort a été réservé à cette conférence d'entente nationale? Les résolutions sont dans les tiroirs, pour ne pas dire dans les poubelles, et pourtant c'est les mêmes acteurs qui étaient là. C'est Baba Akib, l'honorable Baba Akib, qui a organisé et présidé cette affaire-là. Où est-ce que nous en sommes?
Donc nous avons estimé que si les gens s'asseyent, débattent, il faudrait bien que ce dont ils conviennent soit exécutoire. Nous avons pu débattre avec des rebelles. Je l'ai dit la dernière fois lors de mon dernier passage ici. Pendant 8 mois à Alger, nous avons convenu d'un document que nous avons appelé accord d'Alger issu du processus, accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. D'accord. Et le 7e point? Le 7e point, c'est de mettre en place un mécanisme indépendant, transparent, de suivi-évaluation pour que ce dont nous allons convenir puisse être mis en œuvre de façon indépendante et de façon absolue. Je n'ai jamais dit ici, je n'ai jamais remis en cause le triumvirat, heureusement qu'ils l'ont rappelé, mais je voudrais quand même critiquer les conditions dans lesquelles ce triumvirat a été mis en place. Ce n'est pas ce qui avait été convenu. Qu'est-ce qui a été convenu? Ce qui avait été convenu, c'est que le chef de l'État et le chef de file de l'opposition, à la faveur de la démission du Premier ministre Soumeilou Boubé, si vous vous rappelez, il avait été convenu que le principe d'un dialogue national, dont l'opposition est demandeur, comme il l'a rappelé depuis 2013, est acté. Nous allons convenir du format, nous allons convenir des personnalités suffisamment consensuelles et représentatives pour conduire ce processus. Et nous allons tout faire ensemble. Mais à notre grande surprise, comme tous les Maliens, ce n'est pas ça le problème. Surtout que nous ne remettons pas en cause la qualité des personnes choisies. L'ambassadeur Cheikh Sidi Diarra est un homme d'expérience que nous respectons. Le Premier ministre Ousmane Issoufi, le ministre Mme Aminata Draman et Baba Akib Haïdara, c'est des personnalités très respectables du pays. Ce n'est pas ce qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le format. Ce qui est en cause, c'est la surreprésentation. Ce qui est en cause, c'est qu'on avait annoncé qu'il y avait des sujets tabous, mais qu'il n'y avait pas de sujets tabous. Avec la participation de la CEMA, nous nous rendons compte qu'il y a un sujet tabou qui s'appelle... L'opposition a demandé un dialogue national inclusif. Ce dialogue est en cours sur les réseaux sociaux. Il y a Abdou Mariko et Mondos Dawo qui demandent: l'opposition aujourd'hui lutte-t-elle pour le Mali ou lutte-t-elle contre le pouvoir en place? Vous savez, l'opposition lutte pour le Mali. Mais l'opposition a vocation et ambition de remplacer ce pouvoir dont la gestion est des plus catastrophiques, des plus chaotiques du pays. Notre engagement pour le Mali, notre dédicace au Mali n'a jamais été pris à défaut. Nous sommes pour le Mali, c'est pourquoi nous avons pensé que ce dialogue, nous devons participer. Nous sommes allés jusqu'à la validation des termes de référence pour manifester aux plus sceptiques notre bonne foi. Et aujourd'hui, donc, pour répondre, non, tu ne peux pas ne pas être aux éliminatoires et participer à la phase finale. Pour parler comme Soumaïla Cissé l'a rappelé l'autre jour. Nous avons dit que le processus même, le processus qui a conduit à tout ça, n'a jamais été inclusif. Mais malgré tout, parce que malgré tout, il fallait prouver sa bonne foi, aller à l'atelier de validation, défendre nos points de vue, qu'ils soient acceptés ou pas. Mais malheureusement, à ce niveau-là, déjà, il y a des blocages. D'accord. Souleymane Dé, il y a Hassana Koïta qui demande sur Facebook: le dialogue n'est pas difficile à mon sens, mais l'application des recommandations qui en sortira, il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. Écoutez, encore une fois de plus, je l'ai dit, moi, en tant qu'observateur de la scène politique malienne, je suis abasourdi sur plusieurs points. C'est vrai que lorsque nous regardons une salle vide des leaders de l'opposition, ça ne fait pas plaisir à voir. Voyez-vous? Et vous savez que nous sommes Maliens. Le dialogue est une vertu. Et dans l'entente, enfin, au premier passage, j'ai bien expliqué que sur 2 points au moins, on peut demander à l'opposition de nous donner d'autres arguments. Parce que, on a dit, il l'a répété, il y a l'article 65 de l'accord qui prévoit un mécanisme de discussion de ces dispositions. À mon avis, c'est un faux débat que de dire qu'il faut à tout prix que le dialogue national en parle. De toutes les 1000 manières, l'accord est signé entre Maliens. C'est un accord intermalien. Partie malienne. C'est pas un traité. C'est un accord interne signé par des Maliens. Et donc, des Maliens qui parlent à des Maliens et son application, vous avez... Moi, j'ai un problème. L'article 52 de cet accord demande à tous les partis politiques de s'en approprier et de contribuer à sa vulgarisation. Tout à fait. Ça a été fait? Je n'en suis pas sûr que ça a été fait. Peut-être que les gens sont partis vers une vulgarisation de l'accord à un niveau pour des Perdiens ou autres, mais le Malien lambda, le problème de l'accord aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas approprié par les Maliens. Les Maliens ne connaissent pas cet accord. Les Maliens ne savent pas ce qui se trouve dedans. Nous savons.
à Bamako, nous savons au niveau des instances régionales, mais on n'est pas descendu jusqu'à la base, dire aux Maliens ce qui se trouve dans cet accord. Ça, c'est un problème qu'il faut régler au niveau des partis politiques, qu'il faut régler avec l'État du Mali. Et donc, du coup, l'accord n'est pas un problème par rapport à une condition quelconque de participation. Deuxièmement, j'ai rappelé ici que le Premier ministre n'a pas fait sa déclaration de politique générale. Mais la question de Hassana Koïta, c'est par rapport aux recommandations de ce dialogue national Premier ministre inclusif. qui est là depuis plusieurs mois, qui n'a toujours pas fait de déclaration de politique générale et qui dit « j'attends les recommandations du dialogue national inclusif ». Pour moi, ça, je ne sais pas, mais pour nous, observateurs, c'est une garantie ferme que les recommandations seront prises en compte. On ne peut pas faire tout cela, aller jusque dans les communes, demander aux Maliens de s'exprimer, d'avoir 35 000 recommandations et de dire à la sortie que ces recommandations seront classées. C'est la grande différence qu'il y a entre ce dialogue national inclusif et la conférence d'entente nationale. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui n'a pas fait de DPG et qui attend les recommandations de l'accord, du dialogue national inclusif. Moi, je considère, sans passion, le Mali a un problème sécuritaire. Mais le véritable problème du Mali, c'est un problème politique. Il faut régler la crise politique. Il y a un problème entre les partis politiques, entre les leaders des partis politiques. Il faut régler ces problèmes politiques au Mali. Justement, tant qu'il y a cette crise dont vous parlez, est-ce que ce dialogue national inclusif va servir à quelque chose? Comment voulez-vous qu'on y arrive à un apaisement quelconque? Vous savez que le Mali a besoin d'apaisement. Mais tant qu'il y a cette ébullition de je veux que tu réussisses, je veux que tu échoues, pour que demain je puisse tirer les profits de cet échec ou de cet avantage, c'est un problème. C'est pourquoi je dis il faut régler les problèmes politiques. On ne sait pas trop bien aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui se passe. Si ce sont les élections, pour nous, elles sont largement derrière nous. Ouais. Si ce sont les élections. Loin devant. Alors, s'il y a d'autres problèmes politiques, je crois qu'aujourd'hui, il faut régler les problèmes. D'autant plus que, Monsieur Diko, j'ai dit aujourd'hui, il faudra que tout le monde soit... Je ne suis pas là pour défendre ni le gouvernement, ni... J'ai dit, je suis universitaire, je parle de cette chose. Je vais quand même dire un mot. Allez-y. Quand j'entends ce discours, l'universitaire que nous sommes très surpris. Je suis professeur qui intervient sur ces cours de droit public, droit constitutionnel, droit administratif. Il a dit qu'à la sortie de la démission du Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga, ce qui était convenu, c'est que le chef de file de l'opposition et le président, il n'y a pas de bicéphalisme à la présidence de la République du Mali. Ça, au moins, quand on nous le dit à nous, universitaires, on ne peut pas comprendre. Et c'est peut-être la magnanimité de l'homme, ou du moins la bonne volonté du président actuel, peut demander au chef de file de l'opposition ensemble de prendre un certain nombre de décisions. Mais on ne peut pas en faire. Monsieur Kaou Diallo, est-ce que vous pensez que ce dialogue national inclusif pourra atteindre ses objectifs? Je reviens. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur D, monsieur Diko, vous aurez la parole. Vous aurez la parole tout de suite. Alors, monsieur Diallo, aujourd'hui, dans ces conditions, avec la non-participation d'une partie de l'opposition, est-ce que vous pensez que ce dialogue national inclusif pourra parvenir à stabiliser ou apporter des propositions de solutions qui pourront stabiliser le pays? Quelqu'un a dit une fois qu'on ne parle que des trains qui viennent en retard. C'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas là, mais il y a beaucoup qui sont là. Moi, je suis abasourdi quand j'ai entendu M. Diko tout de suite. Lui, il est surpris, je suis abasourdi. Pourquoi je dis ça? Il a cité 7 propositions tout de suite. Donc, 7 points. Il y a 4 déjà qui sont en train de se discuter. Hier et aujourd'hui, il faut suivre le débat. Ils enfoncent des portes ouvertes. Je vais prendre, les 4 points sont déjà discutés dans le dialogue, je ne vais pas revenir. Mais je vais prendre les 3 points qu'il a cités. Il a dit, pour participer d'abord, il avait donné des points que ça quitte du politique à inclusif. Mais ce qu'il oublie de dire lors de l'atelier de validation de thème de référence, ça n'a pas quitté de politique à national. Ça a été une motion des participants. C'est mon parti qui a introduit cette motion. Parce que le président de Tulomvira disait que le décret qu'il a mis en place parlait de dialogue politique, il n'appartenait pas à lui de changer. On lui a dit non, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es que facilitateur. Et c'est l'ensemble des participants. On a mis cette question en motion et ça va me permettre de répondre à une question où il a parlé du processus décisionnel. On l'a mis à débat. Et la salle était tellement bouillante et il a fallu qu'on tranche cette question de national à inclusif. Il y a plus de 89 personnes qui ont dit qu'il faut qu'on quitte de dialogue politique à dialogue national inclusif et que le débat ne pouvait pas se résumer à un monologue en opposition-majorité. Ils ont demandé encore dans le deuxième point que ce soit, j'insiste une fois, il dit paritaire, il a dit société civile, majorité opposition. Mais il n'y a pas que ces 3 acteurs-là sur la scène politique au Mali. Il y a des ordres socio-professionnels, il y a des syndicats, il y a des légitimités traditionnelles, il y a le syndicat. Non, c'est la société, il y en a tellement.
Mais ils veulent le résumer majorité-opposition. Et l'ensemble des participants ont dit, c'est tout le monde qui est en train de discuter ici. Et ils en ont fait comme s'ils l'ont adressé au gouvernement et que le gouvernement l'a laissé. L'ensemble des participants qui l'a rejeté. Et les résolutions qui ont été prises, ça a été pris par l'ensemble, par tout le monde. Il a parlé d'inclusivité. Je le rappelle encore une fois, les thèmes de référence, on les a écrits ensemble. Et on les a validés et consolidés ensemble. Et il a dit qu'ils n'ont pas de problème. Ce n'est même pas un problème qu'il n'ait pas participé. Mais du moment que c'est la nation malienne réunie et que vous avez soumis des points qui ont été mis en minorité, vous ne pouvez plus dire que ce n'est pas inclusif. Il a cité aussi le processus décisionnel, les recommandations, l'accord. Il dit qu'il y a un sujet tabou. Mais moi, je suis désolé. Il faut être dans la salle. J'espère que vous avez des représentants dans la salle. Aucun sujet n'est tabou. Les groupes armés sont là, tout le monde est en train de parler, les débats sont certes houleux, sont certes souvent tendus, mais empreints de cordialité, on est en train de discuter avec nos frères et il n'y a aucun sujet tabou. Je t'assure que les Maliens sont en train de discuter, c'est tendu, c'est dur, mais il n'y a aucun sujet tabou. Aucun sujet Donc, tabou. il faut vraiment, à un moment donné, non, Touré, je termine rapidement. Et qui veut accuser son chien l'accuse de rage. Mais encore une fois, s'il y a d'autres arguments que l'opposition nous les amène, il faut que les gens comprennent. Ce dialogue national inclusif, c'est un dialogue national interparti malienne. Tous les segments, toutes les composantes de la nation malienne, pour que nous puissions avoir un minimum de consensus pour avancer. On ne pourra pas être d'accord sur tous les sujets, mais il faut un minimum de consensus. Monsieur Diko. Je voudrais, avant de réagir à répondre à ta question, rappeler à M. Suleiman D. Il est universitaire, il est censé connaître ce que c'est qu'une déclaration de politique générale. Une déclaration de politique générale, c'est une déclaration d'intention. N'ayant aucun caractère contraignant, le Premier ministre peut demain s'engager à faire la route Seware-Douanza, mon village, mais les circonstances feront qu'il ne pourra pas le faire. Je vous en prie. Mais la déclaration ne répond-elle pas aux besoins des populations? Il a dit que le Premier ministre n'a pas fait sa DPG parce qu'il attend les conclusions du dialogue pour les mettre, si je comprends bien sa logique, dans la déclaration de politique. Justement, c'est ce que nous ne voulons pas. Je l'ai rappelé ici à maintes reprises. Je le répète encore à l'envie. Une déclaration de politique générale, et je l'ai dit à l'attention de l'universitaire qu'il est, une déclaration de politique générale n'a aucun caractère contraignant. C'est une déclaration d'intention devant la représentation nationale pour que le Premier ministre ait un cutus de continuer à faire son travail. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, je suis étonné qu'il le répète, cette irrégularité. Le Premier ministre, de par la Constitution... Vous voulez que les recommandations issues de ce dialogue national inclusif soient appliquées, n'est-ce pas? Je l'ai dit dans mon propos introductif. D'accord. Est-ce que si le Premier ministre l'intégrait dans sa déclaration de politique générale, est-ce que ce ne serait pas une occasion de mettre ces recommandations? Pour moi, ce n'est pas les recommandations du dialogue ne doivent pas être dans la DPG. Pourquoi? Parce que la DPG n'a aucun caractère contraignant. C'est juste un rituel républicain et constitutionnel. Le Premier ministre, avant d'entrer en fonction, vient devant la représentation nationale présenter cette déclaration de politique afin d'avoir le cutus de la majorité, de l'Assemblée nationale. Encore une fois, il y a eu beaucoup de déclarations de politique générale. Les intentions annoncées, toutes n'ont pas été exécutées. Bref, je suis surpris qu'un universitaire continue à nous parler de DPG en omettant de rappeler son caractère constitutionnel. C'est un impératif constitutionnel pour tout Premier ministre, avant d'entrer en fonction, de se soumettre à cette Aucun sujet tabou, c'est ce que je disais tout de suite, M. Je me rappelle très bien qu'au cours d'un débat, le président d'honneur du PACP, c'est ça, a dénoncé ça. Et il avait raison. M. D devait dénoncer ça. Maintenant, on me parle d'accord intermalien. Oui, c'est un accord. L'accord d'Alger est un accord intermalien. Mais c'est un accord qui peine à se mettre en œuvre. Un accord, dès que c'est signé, ça doit se mettre en œuvre. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que cet accord a des difficultés à se mettre en œuvre. Et nous n'avons pas demandé la révision de l'accord au dialogue. Nous avons dit, parlons des raisons du blocage et des retards. Le cas échéant, s'il vous plaît, M. Diallo, le cas échéant, envisager, je dis bien le cas échéant, envisager sa révision. Mais je connais parfaitement qu'il y a un mécanisme approprié pour sa révision, notamment l'article 65. Il dit qu'ils sont en train de discuter. Il dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Mais et l'accord que, comment dire, les groupes armés, mais ils ont signé un document avec le gouvernement. Ils ont même récusé le
le ministre, le tout premier qu'on leur avait indiqué. Ça, c'est une information peut-être qu'ils n'ont pas pour conditionner leur participation. Ces documents existent. Donc vraiment dire que il n'y a pas de sujet tabou. Le document dit que nous venons à l'accord, au dialogue, à condition qu'on ne parle pas de la révision de l'accord. Non, je n'ai pas vu ça. Tu n'as pas vu ça, c'est pourquoi tu parles comme ça. Mon frère, mais il estime aujourd'hui tu n'as pas vu ça, c'est pourquoi tu parles comme ça. Moi j'ai vu ça, je sais de quoi je parle. Tu l'as vu, heureusement que lui il l'a vu. Il faut venir dire ça dans le dialogue. Vous savez, nul n'a le monopole du patriotisme. Et je crois que vous êtes en train de parler d'élection. Monsieur D, je voudrais te rappeler que nous aussi, à l'opposition, l'élection est derrière nous. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré ces délits de légitimité, malgré ces élections frauduleuses, nous avons décidé pour le Mali d'aller en avant. Donc ne nous faites pas ce procès-là. Il est malvenu. Ce procès est malvenu. Nous ne sommes pas dans les règlements de compte politique. Merci, monsieur. Nous assumons notre rôle d'opposition, nous faisons des propositions, nous prenons la parole publiquement pour donner nos points de vue et je crois que ça fait partie de la démocratie. Vous aurez la parole tout de suite. Monsieur D, il y a Ousmane Poudjougo qui dit « Parle-t-il réellement pour sauver l'école malienne ?» C'est sa préoccupation, l'école malienne, au cours de ce dialogue national. Je vais juste répondre principalement à cette question parce que c'est la motivation première qui m'a amené sur ce plateau-là. Mais je voudrais dire à M. Diko, je ne fais pas de procès à son parti, je ne fais pas de procès à l'opposition. J'ai bien dit que nous regrettons tous l'absence de l'opposition dans la salle et qu'aujourd'hui, si on a un gros problème au Mali, en plus de la question sécuritaire, c'est un problème politique. Il faut régler les problèmes politiques. C'est eux qui connaissent les problèmes politiques et à eux de régler ces problèmes politiques-là. Moi, je voudrais simplement dire, rassurez-vous, pendant longtemps, j'ai enseigné les droits constitutionnels et je continue à l'enseigner. Je sais exactement ce que c'est que le DPG. J'ai dit, je sais exactement. On n'est peut-être pas amis sur les réseaux, mais tout le monde connaît exactement ma ferveur de dénonciation par rapport à cette... Revenons sur la question, s'il vous plaît, de Ousmane Poudjougo. Qu'un Premier ministre doit faire sa déclaration de politique et n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Des enseignants sont en grève à partir d'aujourd'hui. Monsieur D, des enseignants sont en grève. Ousmane Poudjougo demande, parle-t-il réellement pour sauver l'école malienne? Rien n'est prévu dans ces cadres-là. Je crois que nous sommes venus ici à Studio Tamani 1 milliard de fois. Dénoncer d'abord le refus de l'État malien de reconnaître le diplôme même de la licence. On l'a fait ici à Studio Tamani 1000 fois. Quand l'État organise des concours d'entrée dans la fonction publique et que l'État avance des conditions d'accès à ces concours, à des diplômes qui ne sont pas entre les mains de nos étudiants et qui ont un diplôme que l'État refuse de reconnaître, c'est un problème. Tout à fait. Et on a dénoncé et on continue à les dénoncer à tous les niveaux. Donc la licence que nos étudiants ont n'est pas habilitée à faire un concours au Mali, si ce n'est peut-être aller porter l'uniforme. Ça a été dit 1000 fois. Et donc tant que cela n'est pas... Aujourd'hui, les enseignants sont en grève aussi encore pour 120 heures. C'est une question énorme qui existe et le débat doit être engagé à ce niveau. Et Konaté Awa pose une question en lien avec la santé. Elle demande le changement au niveau de la santé, quelle sera la solution? Moi je demande, est-ce que les questions liées à la santé sont débattues au cours du dialogue national? Il faut sortir des passions. Il faut sortir des passions, je le répète 2 fois. On connaît le Mali, c'est un vaste pays. Tel que c'était dirigé hier, la gouvernance d'hier ne peut pas être la gouvernance d'aujourd'hui. Il faut nécessairement changer de gouvernance. Et à titre d'exemple, quand on parle de santé, qu'est-ce que les textes nous disent? Les textes liés à l'organisation administrative du pays procèdent à la répartition des services sociaux de base. Par exemple, dans un cercle, vous avez droit à un lycée. Dans un cercle, vous avez droit à un centre de santé de référence. C'est pour cette raison que les gens ne doivent pas perdre de vue la nécessité d'aller vers une nouvelle organisation du territoire national, une nouvelle organisation administrative pour que l'administration puisse être de plus en plus approchée, bien sûr, des administrés. C'est autant de questions qui existent dont nous avons dit. Attention, ne pensez pas que je suis en train d'être défendre. En tout cas, vous nous mettez tous les deux. Je l'ai dit haut et fort et depuis toujours que cette inclusivité dont tout le monde parle, nous aussi, nous avons des choses à dire parce que nous avons estimé que l'université doit être appelée à ce débat et nous ne pensons pas que les universitaires qui sont à ce débat le sont au nom de l'université. Peut-être qu'on est parti chercher quelques universitaires experts. D'accord, monsieur D. Alors, donc, monsieur cette Diallo. Inclusivité, nous la dénonçons. Merci, Souleymane D. Monsieur
Diko, si Ousmane Poudjogo s'inquiète par rapport à l'éducation, Konaté Awo s'inquiète par rapport à la santé et Souleymane estime que ces sujets ne sont pas suffisamment débattus, alors est-ce que M. Fousseini Koulibaly a raison de penser que ce dialogue ne servira à rien, c'est pour se partager de l'argent? Waouh, super. Tu sais, moi j'ai l'impression d'être déjà dans la salle plénière du CICB, parce que c'est le dialogue là qui est en train de se faire ici, le dialogue que M. Diko refuse de faire là. C'est ça qui est en train de se dérouler au moment où on parle au CICB. Et on parle de la santé, on parle de l'éducation. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de sujets divers qui est en train d'être débattu. Il a parlé de quelque chose d'important et je réponds rapidement à la dernière question. Il dit surreprésentation de l'État. C'est un terme pompeux pour tromper la vigilance des gens. Moi, je vais vous rappeler, on est en train de faire le diagnostic du Mali. Les gouverneurs, les préfets, les responsables qui sont dans les départements ne sont pas-ils pas des Maliens? Nous, on a dit en son temps, et on a rassuré tout le monde avec ça. Ils viennent, ils participent. Les gens viennent, ils font des propositions. C'est le peuple qui parle. Ils ne sont pas experts, ils ne sont pas techniciens. Il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de représentants de l'État qui sont là, qui avec leurs calepins, qui sont en train de prendre note. Ils ne votent pas, ils ne participent pas. Ils sont en train d'écouter ce que les gens sont en train de dire. Mais si on vient occulter ça et renfermer ça dans un terme pompeux, dire qu'il y a la surreprésentation de l'État, les gouverneurs sont là, ils écoutent ce que le peuple dit. Mais ces représentants de l'État, ces experts, est-ce qu'ils représentent réellement le citoyen lambda? Ce sont les démembrements de l'État. Les citoyens maliens sont représentés à travers leurs fêtiers, à travers leurs partis politiques, à travers leurs associations, à travers leurs syndicats. Et ils sont là juste à titre consultatif pour écouter ce que les gens sont en train de dire. Et pour revenir à ta question, ce dialogue-là servira à quelque chose. Encore une fois, le dialogue-là ne va pas régler tous les problèmes du Mali. Mais à un moment donné, dans ce pays, il y a eu une fracture. La population n'a plus confiance aux hommes politiques. Pendant ces 30 dernières années, la gestion du pays a été confiée à un certain groupe de personnes. Et ils ont échoué. 30 ans après, on a vu que l'État est tombé à terre et on est face à une crise multidimensionnelle à tous les niveaux. À un moment donné, les Maliens ont refusé de dialoguer entre eux. Ils sont transposé notre dessein, ils sont allés à Ouagadougou et depuis on est dans ce gouffre-là. Et aujourd'hui, les Maliens demandent à parler parce qu'ils ont perdu le contrôle de notre dessein commun. Ce dialogue-là permet de reprendre notre contrôle. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses sont en train d'être dites par le Mali, mais par d'autres acteurs. Nous avons perdu la main. Ce dialogue-là nous permet de reprendre la main. Comment? En mettant toutes les questions sur la table. On ne pourra pas s'attendre à toutes les questions, mais ça nous permet d'avoir un minimum de consensus pour avancer. Monsieur Diko, en participant à ce dialogue national inclusif, est-ce que cela ne vous permettrait pas de connaître les sujets qui sont débattus et mieux savoir également ce qui a été pris en compte et ce qui ne l'a pas été? Vous savez, les TDR dont je parlais sont les balises de ce dialogue-là. Nous avons participé au débat de validation de ces TDR. Je pense que les TDR sont faits pour cadrer les sujets qu'on va débattre là-bas, du processus de prise de décision, de la représentation, etc., etc. Dire aujourd'hui que nous boudons, vous savez, je le répète encore une fois, que c'est nous, le chef de file de l'opposition en 2013, depuis 2013. Peut-être qu'il y a eu d'autres demandes, mais la demande la plus forte, ça venait du chef de file de l'opposition, au sortir des élections présidentielles de 2013. Il a dit qu'il faut un dialogue national inclusif. Je comprends parfaitement Diallo qu'il veuille justifier peut-être les perdièmes dont on parle, qu'il est là à essayer de nous charmer, de nous emballer, en ironisant souvent nos expressions sur les termes pompés. Je ne vais pas... Alors il nous reste 3 minutes, on va les partager entre vous. On va les partager entre vous pour répondre à cette question de Kassim Sanou. Il dit aujourd'hui quel doit être le rôle de tout un chacun pour une sortie de crise et un Mali meilleur. Le problème du Mali, ce n'est pas ce que Diallo vient de dire, que des gens sont. C'est la gouvernance qui est en panne. C'est une gouvernance qui nous prive de l'eau, qui prive y compris nos soldats d'eau dans leur propre camp. C'est cette gouvernance qui met l'école à volo. C'est cette gouvernance qui, avec son corollaire de détournement des deniers publics, pas dépanner cette gouvernance. Non, ce n'est pas le dialogue qui va régler cette gouvernance. Je vous l'ai dit, et il l'a dit. Le problème fondamental du Mali, c'est la gouvernance dramatique, la gouvernance marquée par la corruption qui fait que nos militaires sont privés de leurs équipements. C'est la gouvernance qui fait que les universitaires sont divisés. Quel doit être le rôle de tout un chacun pour une sortie de crise et un Mali meilleur? Le rôle de tout un chacun, quand le pays appelle, il faut répondre à l'appel du pays.
personne n'a la science infuse. On a tous à redire par rapport à la gouvernance de ce pays. Mais encore une fois... Mais certains estiment qu'ils ont plusieurs fois été appelés, écoutés et leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Encore une fois, il n'y a pas que les partis politiques sur la scène nationale. Il y a d'autres acteurs. Et à un moment donné, il faut que nous soyons humbles pour aller nous asseoir, écouter les autres de nos compatriotes pour avancer. À vous, Souleymane Dey, quel rôle chaque Malien doit jouer aujourd'hui pour une sortie de crise? La sincérité, la franchise et être bien sûr dans la réalité des choses. Les Maliens sont très faux. Et ce débat encore même aujourd'hui prouve à suffisance qu'on n'est pas sûr de nous assumer. Quand on nous nous sommes très faux dans ce qui se passe. Nous aurons d'autres occasions pour discuter de ce dialogue national inclusif avec plus de détails. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane Dey. Sortie de crise, qu'est-ce que le dialogue national va changer? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Merci, chers invités. Kaou Abdraman Diallo, membre du comité d'organisation du dialogue national inclusif, il est chargé de communication du parti PACP. S'il vous plaît, Mamadou Abdoulaye Diko, membre du parti URD, représenté une partie de l'opposition qui ne participe pas à ce dialogue national inclusif, et Souleymane Dey, juriste, professeur à l'université de Bamako. À la régie vidéo et audio, Gagny Kanté et Peting Diarra, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba.